Bah. Les débats avec vous, avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Comment ça va, Régis? Ça va très bien. Bon. J'ai un petit peu trop chaud, mais je supporte quand même. Vous êtes à la Réunion, Oui, je précise. Je ne sais pas si bon, je ne l'ai pas déjà dit parce que je radote, moi, vu mon grand âge, mais à cause du volcan du Pacifique Sud, qui a envoyé beaucoup de poussière, on a des couchers de soleil fabuleux, à base de rose, de jaune et tout, donc c'est absolument inouï. D'ailleurs, là, j'ai mis un fond d'écran Sud Radio, par hommage à la radio qui m'accueille, mais la prochaine fois, je mettrai un coucher de soleil. Vous nous mettrez le coucher de soleil. Merci d'être avec nous, en tout cas, de prendre sur votre temps, parce que vous êtes là-bas pour une certaine durée, d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous avez un blog Vue du droit, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G. Bonjour Geneviève, vous êtes communicante. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Et Christian de Villeneuve, journaliste politique. Bonjour à vous. Bonjour. Et Gilles Gansman qui est resté avec nous pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Le téléphone pleure quand tu n'es pas là. Et oui, j'ai pris des cours avec vous de chant, Valérie. Ça va, hein. Éric Zemmour, trop content de son coup de fil avec l'ancien président Donald Trump. Humiliant pour Marine Le Pen qui est restée à l'accueil de la tour Trump. Raccroché, c'est une horreur. Écoutez, moi j'avais voulu le rencontrer avant qu'il soit président. C'était plus intéressant que de le rencontrer après, faut être honnête. Bon, c'est bien qu'il ait au téléphone l'ancien président des États-Unis. Tant mieux pour lui. J'espère que Donald Trump se porte bien. Mais en l'espèce, en l'état, aujourd'hui, il ne représente plus une force politique en activité au moins. C'est la guéguerre. Hein. Non, c'est pas sûr. Je pense que Trump est encore très présent sur la scène américaine. Hein. Oui, mais ça a été un petit tacle quand même pour Éric Zemmour parce que il en a fait des tonnes évidemment sur ce coup de téléphone qui était un très bon coup. Sauf que l'autre a dit Macron c'est un chic tic. Oui, un nice guy. Ouais, un nice guy. Donc voilà, c'est pas un soutien. Non, Régis, vous en avez pensé quoi? D'abord, ce sont des gamineries, un petit peu, s'envoyer ça dans cette concurrence. Et puis aussi, je veux dire, la référence Trump, je ne sais pas si ça jouera un grand rôle chez nous. Et je ne trouve pas ça très intéressant. Oui, vous pensez que ça juste un petit tour de table rapide ça va durer 24-48 heures et puis voilà, ça ne va pas forcément complètement changer le cours de l'histoire. Mais en tout cas, ça montre que le garçon a un certain rayonnement pour que Trump accepte quand même de lui parler. Et en effet, les réseaux de Trump restent des réseaux très actifs derrière tout ça. Il y a quand même une droite blanche suprémaciste qui est à l'œuvre. Oui, puis il y a du côté rappelez-moi le nom d'un de ses conseillers connus qui s'est entiché de Marion Maréchal. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Steve Bannon. Très bien. Steve Bannon, voilà. Je pense qu'ils sont passés par Bannon, moi. C'est possible. Non, c'est la politique des coups d'éclat permanents. Zemmour. Donc ça, c'est le coup d'éclat du jour. C'est lui qui fait la campagne avec des coups. Et là, ils sont très bons en com chez Zemmour. Il y a eu le jour de la Saint-Valentin, je suis zémoureuse pour les femmes avec Zemmour. Et puis hier, un clip que je vous conseille d'aller voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Zemmour devant le match de foot. C'est lui qui fait la campagne. Du Super Bowl. Malheureusement, oui. C'est lui qui fait la campagne. Je vais enchaîner là-dessus parce que je pense que les équipes de Zemmour ont la meilleure équipe du numérique. Et je pense que le fait qu'il y ait des jeunes qui ont une équipe de numérique forte, et je vais vous le prouver avec cette séquence en fait avec Donald Trump n'arrive pas par hasard. En effet, depuis lundi, alors vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, les militants de la Reconquête diffusent un montage de la présence d'Éric Zemmour dans tous les journaux étrangers, les 20 heures du monde entier. Et donc, évidemment, il est en train de se créer une stature qu'il n'a pas ici, c'est-à-dire une stature internationale. Voici un extrait de ce petit montage de Eric Zemmour. Zemmour, Eric Zemmour. And he stands a chance of making next year's presidential race the most divisive in generations. Eric Zemmour shaking things up. Y aparece muy fuerte en los sondeos. ¿A quién le atribuís? 수가 끊이지 않는 에릭 zemmour. A new face in French politics. Eric Zemmour hasn't even formally announced his candidacy yet, but polls are suggesting he's on track to challenge Le Pen for leadership. After the rally, I asked Mrs. Zemmour how he would do French-UK relations differently if he were president of France.
Ça vous surprend? Oui. C'est assez fort. Hein. Non, mais ils sont très forts. Très forts. Ça crédibilise complètement sa dimension internationale. Elle dit quoi, la communicante que vous êtes, Geneviève Göttinger? Il mène une excellente campagne de communication et en plus il surfe sur des thèmes qui sont très forts en ce moment dans le cœur des Français, qu'il arrive à imposer au cœur de la campagne. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs de mon point de vue, mais voilà. Bon. Alors, très doué. Attention, je vous présente Christiane Bolboa. En effet, Christiane. C'est qui celle-là? C'est Christiane Taubira. Elle a décidé finalement de monter sur le ring pour se confronter dans un débat avec Éric Zemmour. Elle était hier sur LCI. Bon, la ficelle, elle est un peu grosse, parce qu'elle avait dit non. Puis bon, finalement, elle a 73 parrainages. Elle s'est dit, je vais faire le buzz dans mon face-à-face. Mais avouons tous qu'on serait devant sa télé. Et elle a fait ça, vous allez l'entendre, parce qu'évidemment, vous n'avez pas d'image. Elle tape dans ses mains. Elle fait ça, je vais te cogner. Ah bon? Et du coup, il va avoir une réaction, vous allez voir, de Ruth Elkrief qui est rigolote. Les échanges avec les personnes sur le terrain notamment. En tout cas, aujourd'hui, nous, on ne peut pas livrer la bataille. Livrez-la en notre nom. Livrez-la en notre nom. Et je dis oui, alors je la livrerai en votre nom. En tout cas, vous êtes partante. Parce il veut montrer qu'il n'est pas seulement un prédicateur de la peur, mais aussi un pratiquant de la peur. Si c'est un homme, qui vienne, quoi. Non, si c'est un vrai homme qui vienne. Hein. Non, c'est pas à ce stade-là. Je fais de la politique. Et je mène des combats. C'est un combat essentiel. C'est un combat vital. Voilà. Donc, moi, je regarderai en tout cas le match. C'est lamentable. C'est lamentable. Ça continue. On est complètement à côté des vraies questions, des grands débats, et on est dans la com, exclusivement dans la com, dans le paraître, dans la provoque. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a rien de sérieux à proposer ailleurs. Personne n'est capable aujourd'hui de fixer une ligne qui soit séduisante, de nature à faire un peu projet, un peu société. Donc au bout du compte, face au vide, c'est rempli avec n'importe quoi. Campagne du buzz. Oui, non mais attendez, la com normalement est un accompagnement d'idées. La com est nécessaire pour vendre, expliquer son projet. Ce qui manque là aujourd'hui, c'est les projets. Et il n'y a que la com. Donc quand il n'y a que la com, forcément il y a un appauvrissement du débat public. Exactement. C'était le cas aux États-Unis avec l'occasion du débat avec Trump. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée d'absence de projet. Jean-Luc Mélenchon, il a son AEC, son avenir en commun, c'est très écrit, c'est très construit, c'est un vrai bouquin qu'on lui reproche de vendre. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre. Marine Le Pen a également décliné tout un tas de choses. Le Pen et Zemmour, elle parle d'un projet pour la France quand même, c'est-à-dire à l'encontre de celui qui est en œuvre aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'absence de projet. Simplement, le système médiatique résonne et il va finalement un peu sur ces thèmes qui font de la polémique, qui font le buzz. Et comme tous les réseaux, les médias se regardent, tout le monde parle un petit peu de la même chose. C'est un peu dommage, mais je trouve qu'il y a des éléments de projet de tous les côtés. On est d'accord, il y a vraiment des éléments de projet pour certains qui travaillent depuis longtemps et qui ont avec quand même des points durs. Mais quand on écoute Valérie Pécresse, et c'est dommage, on l'a interviewé il y a quelques jours, on lui dit mais bon, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre projet ? Elle a eu un petit blanc, je crois que c'était sur RTL, et elle dit 10% d'augmentation de salaire et une loi constitutionnelle pour faire des quotas sur l'immigration. Pardon, mais c'est pas un projet de société. Non, ça c'est vrai. Ouais. Mais, non, c'est pour dire qu'Éric Zemmour a accepté la confrontation et LCI a dit qu'il serait heureux d'accueillir ce débat. Donc, évidemment. Je pense que ça va se faire. CNews va être triste. Ils vont faire monter les enchères. Mais c'est affolant. C'est un peu, même de sa part, c'est pas très... De la part de Christiane Taubira, je pense que c'est le chant du cygne. C'est le dernier moment qu'elle aura en télévision pour entendre et se faire entendre. Oui, absolument. Est-ce que ça va pas finir par se retourner vers ceux qui ne pratiquent finalement que cette communication à base de... Non, je pense pas, parce que je vais vous raconter, hier on a fait une très bonne émission, grâce à Gilles aussi, avec Ardisson. C'était vraiment une émission remarquable pour la 1000e hier, où il a dit énormément de choses. Qu'est-ce qui a été retenu dans la presse? Qu'est-ce qui a été repris de cette émission? C'est le dîner de Saint-Valentin avec sa femme. Franchement, il n'y a que ça qui intéresse, c'est-à-dire que de l'anecdotique, que l'écume des choses, alors qu'Ardisson nous a dit beaucoup de choses sur des stars qu'il avait reçues, sur sa carrière. Enfin, il a dit beaucoup de choses. On ne retient que ça. Donc, je pense que c'est l'époque qui veut ça. Donc, non, je pense que ça ne se retournera pas contre les gens. Mais hier, par exemple, Valérie Pécresse, qui était dans
le 20h de France 2, a fait perdre la moitié des auditeurs du journal qui sont, je vais rester dans ma partie média, qui sont partis d'un seul coup dès qu'elle est apparue sur l'écran, et parce que, en effet, dès qu'on rentre dans de la politique et dans le cadre du journal, ça ne marche pas. On verra l'audience qu'elle va faire, elle est chez Cyril Hanouna, c'est le 3 mars. Ouais. Le 3 mars, elle fait, ça vous choque, elle fait Cyril Hanouna, donc on va voir. Passage obligé. C'est un passage obligé. On va voir l'audience, et hier Cyril Hanouna a expliqué qu'il était en discussion avec Anne Hidalgo et que ça allait sûrement se faire. Oui, Régis. Et elle a intérêt à aller chez Hanouna, hein. Elle fait 3% chez les 18-24, la pauvre Valérie. Mais est-ce que ça change les choses? C'est ça la question. C'est est-ce que c'est de nature à... Elle doit changer son image. Elle a une image qui n'a pas fonctionné avec son meeting. Là, elle va essayer de mettre une image sympathique, cool, avec qui elle répond. Elle a, sur son image, je pense qu'elle a une carte à jouer. De toute façon, elle ne peut pas ne pas y aller. Peut-être. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. Geneviève, c'est un coup de gueule. On en a parlé, nous, hier, déjà, un petit moment, mais voilà. Oui, moi je suis assez indignée, je dirais, en fait, très, très, très choquée, en fait, par le bashing qui s'exerce à l'encontre de Valérie Pécresse. C'est assez hallucinant. Pour moi, c'est vraiment du sexisme ordinaire. Je me demande si ce pays est finalement mûr pour avoir une femme sérieuse à sa tête. On ne regarde, on n'écoute que sa voix, sa posture, sa manière de s'exprimer. On ne va pas sur le fond de son projet. Il y a du fond dans son projet. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, Alexandre. Il y a du fond, et encore faut-il savoir l'écouter. Donc on la dézingue à toute berzingue. C'est devenu un jeu collectif auquel tout le monde se mêle, à part, même dans son propre camp, où progressivement, il y a du lâchage. Effectivement, elle n'a pas de grand talent oratoire. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais... Est-ce que en 2017, on s'interrogeait, est-ce qu'il y avait le même bashing quand Emmanuel Macron apparaissait comme une espèce de gourou en meeting avec une voix haut perché? Non, il n'y avait pas. Non, pas de cette manière. Pas de cette manière. Il y avait un bouc émissaire qui s'appelait François Fillon. Pas de cette manière. Il y a eu François Fillon, il y a eu François Hollande qui a été moqué sur sa cravate, sur son look, sur ce... Non, mais pas à ce point. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. La politique, c'est violent. C'est pas à vous que je vais le dire. La politique, c'est ultra violent. Oui, d'accord. Simplement là, il y a un feu croisé qui ne s'adresse finalement que à sa posture, à sa manière d'être, à sa manière de... Pourquoi parler de femmes? Je veux dire, elle se présente. Pourquoi revendiquer? Moi, je trouve que c'est misérabiliste d'avant. Ça n'a rien de mon point de vue. Si je suis une femme, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Ah, mais bien sûr que si. Vous n'avez pas le droit de me critiquer. C'est pas du tout ce que je dis. Je suis un peu en partie seulement de l'avis de Geneviève. Je veux dire, c'est pas un bon candidat. Et là, je me place du point de vue du choix qui a été fait par LR, cette espèce de compromis. Je pense que ces difficultés sont aussi dues au fait que, si vous voulez, ce camp est très divisé, ça tire dans tous les coins. Il y en a qui s'en vont. Enfin, Éric Woerth ne s'en va pas pour aller à la soupe. Chez Macron, il s'en va parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, je pense qu'il fait le pari. Attendez. C'est pas la raison première. Il y en a d'autres qui sont partis. Bon, moi, ce que je constate, c'est que effectivement, elle est d'autant plus attaquée, critiquée, que son camp est divisé, que la campagne présidentielle est un combat de rue. Cela étant, je suis assez d'accord, je suis un peu mal à l'aise. Vous savez, les souvenirs que ça me rappelle, ceux d'Édith Cresson. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une dimension effectivement un petit peu sexiste et ricanante et qui est un peu désagréable. Cela étant, c'est le combat. Si vous voulez, il faut avoir le cuir épais pour aller à la présidentielle. On va marquer une pause, c'est le journal, et on y revient dans un instant avec vous, avec les autres sujets de débat sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, et ça débat avec Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur, et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G, vous êtes communicante. Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, et Christian de Villeneuve, journaliste politique. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas eu le temps de le traiter hier, mais il monte dans les sondages, vote utile pour la gauche, en tout cas il pourrait se positionner comme ça. Zemmour plus Le Pen plus Dupont-Aignan, ça fait
34% d'intention de vote pour cette partie-là de la droite. Et puis la fonction publique qui n'attire plus, c'est un article très intéressant dans le Parisien ce matin, à rapprocher peut-être de la décision de cette maire d'une commune de Gironde qui a décidé de payer, de donner une prime à ses salariés qui ne seraient pas absents. Elle va les payer pour qu'ils soient présents. C'est une bonne idée. Voilà. Donc, et puis, nomination au Conseil constitutionnel, je crois que c'est votre coup de gueule, Régis de Castelnau. Peut-être juste un mot, vous vouliez dire, Geneviève, je pense que les ralliements, il y a des arrière-pensées dans les ralliements. Et dans le ralliement d'Éric Woerth, il y a des arrière-pensées. Je ne veux pas dire, vous avez dit, il ne va pas à la soupe. Évidemment, on ne peut pas prétendre qu'il va à la soupe. Et de toute façon, encore faudrait-il que Macron soit réélu, ce qui pour l'instant n'est pas acquis de mon point de vue. Donc il ne va pas à la soupe, on est d'accord, mais il peut quand même faire un pari politique et un pari personnel, qui est que Bruno Le Maire ne restera pas 50+ à Bercy, que Bruno Le Maire joue Matignon et que lui, Éric Woerth, par ce ralliement à la dernière minute, joue Bercy. Voilà, ça semble relativement évident. Il est un peu en service commandé aussi, parce qu'il est très proche de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il ne veut pas être ministre, je ne crois pas. Non. Donc pour l'instant, on voit très très bien que... Et il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, mais ça peut, de la part d'Éric Woerth, ça peut être aussi un renvoi d'ascenseur, parce que souvenez-vous, il était président de la commission des finances à l'Assemblée lorsqu'il a été mis en examen à nouveau pour l'affaire libyenne. Or, à cette période-là, il n'était pas sûr du tout de garder sa présidence, sauf si En Marche le soutenait. Et En Marche l'a soutenu, et donc je pense qu'il y a aussi un renvoi d'ascenseur. Qui pourrait être le cas d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy. Il pourrait y avoir aussi des réactions sur ce qu'on disait sur Éric Zemmour. Est-ce qu'on a le droit de dire que la campagne est réussie ? Moi, je me fais attaquer en me disant que je suis pro-Zemmour, pro-Macron. Quelqu'un me dit, ils sont bons tous les jeunes avec Zemmour, il faut voir. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils étaient bons, effectivement. Et je me fais insulter en disant, nausée. Bah non, on a le droit de dire qu'une campagne est réussie sans forcément soutenir le candidat. Et d'un autre côté, je me fais insulter par quelqu'un qui adhère au parti d'Éric Zemmour en disant, Zemmour, ce n'est pas que de la com, mais les médias refusent de le diffuser avec honnêteté, etc. etc. Donc voilà. Donc essayez d'écouter un petit peu ce qu'on dit. On a le droit de dire des choses, oui. Il faut peut-être rajouter qu'une des raisons pour lesquelles ils sont bons, c'est incontestable, très présent et tout, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Ça, c'est une réalité. Et de façon assez surprenante, certains des gros contributeurs de 2017 pour Emmanuel Macron sont également à la manœuvre. Il y a eu un article de notre cher Éric Vérag, qui ne parlait pas de Covid, alors on pouvait l'écouter, et qui expliquait ça assez bien. Ouais. Alors, le coup de gueule... Mon coup de gueule. Non, le coup de gueule, après, on va finir avec vous, parce que c'est un sujet que je voulais traiter, c'est les nominations du Conseil constitutionnel qui font beaucoup réagir. Alexandre Malafaille, un coup de gueule. Un coup de gueule contre Fabien Roussel. Alors, depuis quelques semaines, on aime bien Fabien Roussel, parce qu'il est pro-nucléaire, il mange de la viande rouge, il est comme ça un peu décalé. Et le coup de rouge. Et là, exactement. Et là, hier ou avant-hier, il a sorti un truc que j'ai trouvé énorme. Il explique que Taïwan est à la Chine. Voilà. Et ça, c'est quand même une vraie interrogation qui pose une question simple, c'est est-ce qu'il est démocrate, ce monsieur ? Est-ce qu'il a réfléchi à ce qu'était la démocratie ? Et est-ce qu'il a une petite connaissance de ce que c'est réellement que Taïwan au regard de l'histoire ? Voilà, on va pas faire un grand cours, mais Taïwan, c'est un pays de 24 millions d'habitants. Ils ont le 15e niveau de vie mondial en termes de revenus, et donc c'est plutôt pas si mal que ça. C'est une vraie démocratie depuis une trentaine d'années. C'est un pays qui, au départ, était représenté à l'ONU, et c'est en 1971 que le fondateur de Taïwan, Chiang Kai-shek, a dit la Chine rentre, il n'y aura pas de Chine à l'ONU. Il a fait une erreur stratégique et depuis la Taïwan est en dehors du coup, mais c'est la seule démocratie du monde chinois et c'est une démocratie exemplaire en Asie. Alors moi je veux bien qu'on soit effectivement partisan du régime chinois, partisan d'un dialogue avec eux parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais de là à dire Taïwan ça devrait être une annexe de la Chine et ça doit devenir un régime autoritaire, je pense que M. Roussel soit il ne sait pas ce que c'est que la démocratie, soit il a une idéologie qui est très inquiétante quand même. Bon. Alors je suis très déçu Valérie, parce que quand j'ai entendu qu'on allait critiquer Roussel, j'ai beaucoup de critiques concernant mon camarade Roussel, pas celle-là. Il a dit que c'était une province chinoise, c'est la 23e province chinoise, elle est séparée de la Chine aujourd'hui en termes politiques, c'est une des conséquences de l'histoire. Elle a représenté, dans les années 70, au Conseil de sécurité, excusez du peu, elle a représenté la Chine, on a mis fin à cette anomalie. Elle est reconnue en tant qu'État distinct par 14 pays sur l'ensemble de la communauté internationale. Si. Je ne connais pas encore l'histoire.
Non. Je vous. Bon, sur le plan factuel, il a raison. Sur le plan du droit international, ça c'est ma première observation. La Chine appartient, Taïwan appartient à la Chine. Deuxièmement, Fabien Roussel n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il fallait instaurer le régime chinois. Il a dit le contraire. Il a dit ça appartient à la Chine. Il a dit en substance qu'il espérait une réunification avec 2 systèmes, etc. Vous avez vu Hong Kong, c'est réussi, bravo. Vous aussi, vous êtes un grand démocrate, camarade. Non, attendez. Hong Kong, c'est réussi. C'était quoi Hong Kong? Hong Kong, c'est réussi. C'était Hong Kong. Bien sûr, je connais Hong Kong et je connais Taïwan, donc je connais la Chine. Donc, mais c'était quoi Hong Kong? Hong Kong, c'était un comptoir américain, c'était britannique, une concession de 100 ans que la Chine a récupérée et qui lui avait été imposée pendant le siècle de l'humiiliation. Il ne faut pas oublier l'histoire. Je n'approuve pas le régime chinois, il ne m'intéresse pas. De ce point de vue. Il faut éviter de venir plaquer ces raisonnements-là. Et surtout, Roussel qui a dit assez de conneries, soutenant Assa Traoré par exemple, prétendant que le président de l'Union européenne était le patron de l'OTAN, etc., pour pas lui en rajouter une, il a dit c'est une province chinoise, il a raison. Non, il a tort. Je suis désolé, vous avez tort sur toute la ligne. En plus, vous êtes dans le mépris d'une population indépendante et remarquable. Il a dit très exactement, je fais en sorte de maintenir un dialogue avec la Chine, je fais respecter aussi les droits des Taïwanais. C'est compliqué avec les tensions qui s'exercent sur Taïwan, la volonté de la population de Taïwan d'avoir sa souveraineté, son indépendance, sa possibilité de commercialiser comme elle le fait aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit très exactement. En explication de texte, après avoir dit l'énorme connerie qu'il a dites avant. Non, c'était dans c'est la vérité du droit international. Stop. Christian de Villeneuve. Oui, moi je vais... On revient en France. On revient en France. Je voudrais pousser un coup de gueule contre le candidat masqué. Oui. Je m'explique, je trouve inacceptable que Emmanuel Macron ne soit pas déclaré candidat aujourd'hui, alors qu'il multiplie les déplacements et les déclarations à vocation électorale. Résultat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a une élection, une campagne électorale tronquée, qui met l'accent sur des débats qui sont pas forcément principaux, et pourtant le président il doit être comptable de son bilan. On ne parle pas de son bilan, c'est quand même, on n'en parle pas, c'est extraordinaire. Et d'autre part, les Français ont le droit de savoir quelle est sa vision, quel est son projet, quelles sont les mesures prioritaires une fois s'il était réélu. Et c'est quand même invraisemblable que le grand favori de l'épreuve ne soit toujours pas dans les stalles de départ. Bon, cela dit, je ne suis pas sûr que cette stratégie qui est inspirée de celle de Mitterrand ou d'autres... Ou de Giscard. Ou même souvenez-vous, en 65 de Gaulle. Ouais. De Gaulle ne participant même pas au premier tour, et résultat, il était bien. Mais Mitterrand le 22 mars, Giscard 33 jours, exactement. 2 mars, Sarkozy s'est déclaré c'était très tard. Et il l'a regretté. Sarkozy, 15 février. Mais l'élection était en mai. Oui. Et là, on est en avril. Mais je ne suis pas sûr que cette stratégie, aujourd'hui où les Français sont très exigeants, en matière de transparence, sont très demandeurs d'explications. Je ne suis pas sûr que cette stratégie soit payante, et je pense qu'un certain nombre d'électeurs y verront l'expression d'une arrogance et d'un mépris qui lui sont souvent reprochés. Moi, je suis absolument d'accord avec vous, et je pense qu'on devrait intégrer, compte tenu de ce que vous avez dit, une date butoir pour se déclarer candidat. La bonne date, elle est à mon avis quelque part 6 mois avant la date des élections, juste après le vote de la loi de finances, pour qu'on puisse continuer à piloter le pays. Mais après, les choses sont claires et on rentre vraiment dans une période où on fait un débat. On est à 53 ou 52 jours de l'élection, on ne connaît pas encore tous les candidats. Ça change. Oui, alors Régis. C'est une petite hypocrisie parce qu'on sait très bien qu'il va être candidat. Mais je partage cette critique. Parce qu'il y a une forme de malhonnêteté. Oui. Et je souhaiterais, là je suis à La Réunion, il y a le ministre des Outre-mer qui est là, Sébastien Lecornu, donc sur les frais de l'État. Il vient en tant que ministre il passe son temps à faire la campagne d'Emmanuel Macron. Je voudrais que toutes ces dépenses, y compris celles des déplacements d'Emmanuel Macron, soient réintégrées à son compte de campagne, comme on l'a fait pour Nicolas Sarkozy en 2012. Mais il y a un côté effectivement profondément déplaisant que cette espèce de désinvolture calculée, quoi. C'est-à-dire parce que là, on disait il attend la fin de la crise sanitaire, il attend la fin de la crise de l'Ukraine.
l'Ukraine, bon, ça va, là, les choses ont l'air de se calmer un petit peu. Puis elles seront pas réglées de toute façon définitivement dans un mois. Il laisse les autres se fatiguer, pour l'instant. Exactement. Il laisse les autres se fatiguer, il fait campagne avec les moyens de l'État, il est en campagne. Quand il dit qu'il va relancer la filière nucléaire, c'est du long terme, donc il est en campagne, clairement. Il laisse les autres s'affronter entre eux et il sait pertinemment, quand il va rentrer en campagne, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour lui parce que tous les coups vont se concentrer contre lui. Et donc, il a intérêt, c'est son intérêt de rentrer en campagne le plus tard possible. Il a beaucoup de coups à prendre. Il va concentrer toutes les attaques contre sa personne, contre son projet, contre son bilan. C'est d'ailleurs pourquoi il refuse un grand débat avant le premier tour. Premier tour, absolument. Et il aura du mal à le refuser quand même. Mais là, c'est quoi d'ici la fin de la semaine, a priori, ce sera avant. On parle de la semaine prochaine, mais enfin, mais c'est avant le 4 mars. Voilà la seule réponse qu'on peut avoir. Oui, avant le 4 mars, puisque le 4 mars, c'est le dépôt. Non, mais honnêtement, c'est un peu scandaleux. Et moi, je pense que ça peut se retourner contre lui. Oui. On va marquer une pause tout de suite et on repartira sur un débat que va nous apporter, que va nous amener Régis de Castelnau avec un coup de gueule sur les nominations au Conseil constitutionnel. Voilà, j'ai divulgaché, comme on dit. À tout de suite. Oh là là. Les débats avec vous sur Sud Radio, on continue. Geneviève Gotzinger, Alexandre Malafaille, Christian de Villeneuve et Régis de Castelnau. Alors, votre coup de gueule, Régis? Alors, c'est à propos de la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Ouais. Donc, vous savez que c'est une institution de 9 membres, renouvelable par tiers, donc tous les 3 ans. Et là, il y en a 3 dont le mandat était arrivé à échéance. Et on a eu 3 nominations. Alors, c'est le président de la République, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Le président du Sénat, pour commencer par lui, a nommé un conseiller d'État, il n'y a rien à dire. Le président de la République a nommé Madame Gouraud, ancienne professeure d'histoire-géographie, à la carrière politique tout à fait transparente et au mandat de ministre également relativement transparent. Et très proche de Bayrou. Oui, c'est ça. Oui, récompense d'être une amie de Bayrou, j'allais l'oublier. Donc, toujours est-il et 71 ans. On est quand même, on est devant, je veux dire qu'on c'est la Cour suprême. La France en a 4, on ne fait pas comme les autres, mais c'est la plus importante. C'est prestigieux, c'est confortable, 9 ans, très très bien rémunéré, etc. Très bien, moi j'y vois pas d'inconvénient, mais enfin c'est pas un endroit où on case les gens dont on a envie de se débarrasser ou qu'on a envie de remercier. Pour les récompenser. La nomination de M. Ferrand, c'est beaucoup plus grave. Ça nous renvoie à un fonctionnement de république bananière. M. Ferrand, lorsque, en 2017, il avait été pressenti pour être ministre, le Canard enchaîné avait publié toute une série de révélations croquignolesques sur des opérations immobilières qu'il avait fait au détriment de des mutuelles de Bretagne qu'il présidait. Je ne vais pas rentrer dans le détail des infractions pénales, mais il y en avait quand même beaucoup. Et c'était surtout profondément déplaisant. Toujours est-il que le PNF avait été saisi, a refusé catégoriquement de faire l'enquête préliminaire. Ça a été renvoyé au parquet de Brest sous la responsabilité du procureur général de la Cour d'appel de Rennes, Madame Véronique Malbec, qui a délégué ça à un de ses subordonnés, et on a eu un classement sans suite fulgurant. Par la suite, il y a eu une plainte à Paris, qui a été ensuite délocalisée pour protéger Ferrand à Lille, etc. Il a fini par être mis en examen. Mais la personne qui lui a permis, si vous voulez, de bénéficier de ce classement sans suite et de récupérer suffisamment de temps pour arriver ensuite à la tête de l'Assemblée nationale, eh bien, il la nomme au Conseil constitutionnel. C'est quand même pas terrible. Petite précision, ce matin, j'ai entendu Gérald Darmanin qui expliquait qu'il n'y avait pas de subordination, enfin qu'elle n'était pas responsable de la décision. Richard Ferrand a dit c'est le procureur de la République de Brest et non Madame Malbec, alors procureur général à Rennes qui a classé la procédure. Oui, mais la procureure de Rennes dépend de Madame Malbec. De Brest, de Rennes. Non, moi ce qui me tente, c'est qu'on... je veux pas le défendre. J'ai écrit un petit papier, peut-être apparaître dans sur votre blog, dans lequel je dis, je m'abrite derrière mes 49 ans de pratique professionnelle. Il est impossible qu'un des plus hauts personnages de l'État concerné, etc., que le procureur
général auprès de la Cour n'ait pas été non seulement avisé de ce dossier, mais n'ait pas pris la décision, cela n'est pas sérieux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron se fout de tout le monde? Mais de tout, depuis toujours. Enfin, il a toujours enfreint toutes les règles et toutes les lignes. Il fait que ce qu'il veut, comme il veut. Il a dévoyé le système. C'est un peu, je vous emmerde. Hein, non, mais c'est vrai. Mais il le fait tout le temps. Et il a fait bien plus que tous ses prédécesseurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a dévoyé davantage le système. Alors pour l'instant, ça lui réussit, bravo. Mais c'est vrai que là, on est quand même dans une république assez bananière. Bravo. Ça alimente la défiance, ça alimente la suspicion. Mais oui, mais ça marche comme ça. Mais ça marche comme ça. Non, mais là, ça pose des questions de fond sur. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que si les gens sont compétents, une fois qu'ils ont servi, par exemple, dans un cabinet ou dans un gouvernement, ça peut être dommage de les laisser partir. Donc, s'ils ont des compétences, entre guillemets, qu'on réutilise les compétences, ça c'est bien. Mais après, il y a une problématique de conflit d'intérêts, ça c'est évident. Et donc, il devrait y avoir de véritables commissions indépendantes, parce qu'effectivement, il y aura une validation par une commission, une audition d'une commission Sénat, Assemblée. Mais comme on connaît effectivement la règle du jeu, que globalement, l'Assemblée a toujours le dernier mot, je crains que malheureusement, une fois de plus, personne ne posera les bonnes questions. Ce sera très consensuel en termes d'audition. Ça devrait être une commission indépendante qui pose les bonnes questions. On a bien vu au niveau de la Commission européenne, du Parlement européen, des commissaires rejetés après des auditions publiques. On devrait faire la même chose et les bonnes questions devraient être posées. Après, s'ils sont compétents, s'ils sont légitimes, pourquoi pas? Mais ces nominations, elles seront lues comme une nouvelle expression de la République des copains et des coquins. Madame Gouraud a certainement été une très bonne ministre. Elle n'a aucune connaissance juridique. Or, il s'agit du Conseil constitutionnel. 71 ans, 9 ans à essayer de faire la loi suprême, quoi. Olivier nous dit, là encore, peut-on parler de démocratie quand les membres du Conseil constitutionnel sont pistonnés par la Macronie, une fois de plus, balayons devant notre porte? C'est vrai que ce sont des gens qui sont censés être indépendants, donner la loi. Il y avait une autre candidate, je crois, qui était pressentie, qui était la première, vous allez me confirmer, Régis de Castelnau, la première présidente de la Cour d'appel qui... Non, de la Cour de cassation. De la Cour de cassation, voilà, c'est ça. C'est-à-dire le plus haut magistrat français. Ça avait une autre allure, ça. Voilà. Hein? Donc, oui, qui est très bien d'ailleurs. Oui, voilà, pas de problème pour ça. Donc c'est, on remercie les copains, quoi. Et c'est ce dont on parle ce matin, et c'est ce qui fait du mal. Ils ont tout à fait prévu qu'il y aura ces réactions, que ça fera des vagues, mais ils s'en foutent. Et c'est ce qui alimente votre sujet tout à l'heure. Vous voyez qu'on parle effectivement du fait que Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, tout ça, c'est déjà un tiers de l'électorat. Si vous rajoutez Mélenchon, ça fait près de 50%. Les gens n'y croient plus, quoi. Bon, on peut en parler d'ailleurs. Hein. C'est effectivement, ça fait partie des sujets qu'on voulait aborder. Notre rolling hier, IFOP, donc sondage quotidien, je préfère dire sondage quotidien, a fait passer Valérie Pécresse en 4e position. C'est le cas également chez Harris Interactive. Vous nous disiez que ce n'était pas le cas dans un autre sondage, mais on est dans la marge d'erreur. On a 14,5 pour Valérie Pécresse, 17,5 pour Marine Le Pen chez nous, qui est un petit peu au-dessus, et 15 pour Éric Zemmour. C'est Marine Le Pen qui progresse, et c'est vrai que, et je précise que Jean-Luc Mélenchon a pris 0,5%. Il est à 11,5%. On en parle assez peu, mais il faut remarquer qu'il a une campagne. Il a une vraie dynamique, donc on en reparlera. Mais c'est vrai que ce bloc de la droite la plus à droite, que Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, enfin je ne sais pas si on peut le compter parce qu'il a 1,5 point, mais enfin bon, c'est quand même 1,5 point, fait que c'est, enfin vous l'expliquez comme ça, défiance vis-à-vis des politiques classiques. En fait, on peut même rajouter à ce score Mélenchon, qui porte quand même un projet qui est aussi très alternatif, pour le dire comme ça, très populiste, très extrême sur certains sujets. Globalement, vous avez un bon 50% de l'électorat français aujourd'hui qui est totalement perdu, on dirait, pour la cause classique, au sens politique du terme. Ça devrait nous interroger sur l'art et la manière de faire de la politique. Ça devrait aussi interpeller les gouvernants, justement, sur les questions d'exemplarité, de comment on envoie des signes positifs. Derrière, on sort d'un quinquennat où une partie des Français n'ont pas le sentiment d'être respectés. On a une problématique d'écoute. Quand vous regardez tous les ans le baromètre annuel du Sciences Po Cevipof sur la confiance politique, dont Synoptia maintenant est partenaire, vous vous rendez compte que 70% pratiquement des Français trouvent que la démocratie fonctionne mal. Et les niveaux de confiance envers les institutions, les gouvernants, les politiques, etc. est très 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 fort. On est à plus de 80%. Donc ça devrait inspirer les politiques sur la façon dont ils vont prendre en main les affaires, parce qu'on ne fera pas des lois de bonne qualité et on ne fabriquera pas de l'adhésion si on ne s'y prend pas autrement. Et en plus, le pays était déjà très fracturé avant l'élection d'Emmanuel Macron. Il l'est encore plus aujourd'hui. La crise sanitaire a rajouté encore
des lignes de fracture entre les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est dans un état de tension, d'ébullition, qui est que ça risque de basculer à tout moment. Voilà, on ne sait pas comment. Il y a des gens qui essayent de jeter des étincelles. Et à un moment donné, ça repartira. Donc il faut qu'on fasse très attention. Et je trouve qu'on fait des campagnes politiques qui, de ce point de vue-là, sont très irresponsables au regard de ce qui est essentiel. Je pense que là, on joue avec le feu. Alors Valérie, 34%. C'est plus de 50%. C'est plus Pardon, de... alors attendez, Geneviève avait commencé à parler. Un auditeur me dit là à l'instant, parce que je vois pas tous les messages, mais 34% d'un électorat qui n'est représenté que par 7 députés, ça non plus n'est pas normal. Alors c'est ça qui n'est pas normal, effectivement, mais 34%, moi je voudrais quand même les mettre en rapport avec les 33,9 de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Donc ça veut dire que le bloc d'extrême droite est aujourd'hui aux alentours de 34% en France. Mais c'était déjà le cas il y a 5 ans. Donc il n'a pas progressé, il n'a pas régressé, il y a un bloc fort aux alentours de 34%. Mais c'est son score du second tour, c'est rien de plus, rien de moins. Et c'est même étonnant que ça n'ait pas progressé alors qu'aujourd'hui c'est Zemmour qui impose ses thèmes dans la campagne. Mais est-ce qu'on peut calculer comme ça ? Non, parce qu'attendez, les sondages de deuxième tour donne effectivement Zemmour à 38. Oui, mais Marine Le Pen, elle est donnée à 45. C'est-à-dire qu'elle a gagné depuis 2017, elle a gagné 10 points. Je parle bien, ce sont les sondages. Et je crois qu'en plus, limiter ça à 34%, y compris en rajoutant le candidat hors système, on va dire, un peu que Jean-Luc Mélenchon, connaissant sa carrière, ça fait un peu bizarre, mais la campagne de Valérie Pécresse aussi a été droitisée. Elle a été droitisée. Hier, elle disait qu'il fallait mettre le double des peines dans les territoires à reconquérir, ce qui est un peu bizarre. Il y a Ciotti qui est pas loin, etc. Donc il y a eu une droitisation très nette depuis 2017, très nette depuis 2017. Alors, c'est le raisonnement de Jérôme Sainte-Marie, bloc élitaire qui est bien uni autour de Macron, et le bloc populaire qui, lui, est plus hétérogène, plus je veux dire, contradictoire. Mais oui, je pense que la situation est très préoccupante, parce que si jamais Emmanuel Macron est réélu, je ne sais pas ce que va être la situation sociale juste derrière. Quelqu'un qui fait l'objet comme ça d'un rejet aussi important, parce que au-delà de ces 25% rejet important. Rejet important, c'est pas ce que disait Frédéric Dabi l'autre jour. Il n'observe pas le même rejet qu'il y a pu y avoir sur un Sarkozy où il y avait vraiment un rejet très très fort. Il n'a pas le même sentiment, et le 25% est quand même assez haut, ce socle qui est assez fort pour Emmanuel Macron. Non, avec pas de réserve, peu de réserve de voix. Pardon, Régis ? Non, c'est Geneviève qui disait à juste titre, il n'a pas beaucoup de réserve de voix, c'est vrai. C'est vrai. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler également de Jean-Luc Mélenchon avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Donc nous parlions de ce bloc de droite et effectivement Marine Le Pen qui est donnée à 45 plus 46% face à Emmanuel Macron. Et encore une fois, on débat un peu dans le vide parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Vous l'avez dit, l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la campagne va certainement aussi changer sérieusement la donne. Et puis un mot peut-être sur le rififi au Rassemblement National avec Nicolas Bay exclu pour haute trahison et espionnage. Les termes sont extraordinaires. Mais ça a toujours été le cas. On a l'impression de revivre l'époque de Bruno Maigret. C'est extraordinaire, les longs couteaux de partout. C'est un petit peu le peloton des exécutions. Extraordinaire. C'est un petit peu un parti extraordinaire. Et on vient d'apprendre qu'il y a un journaliste du Canard qui a été espion pour l'Est pendant des années. Alors, c'est vous dire si la trahison est partout. Absolument. Il travaillait pour les services tchèques apparemment. Allez. C'est pas très cher d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon, donc qui gagne 0,5 points dans le sondage quotidien pour IFOP pour Sud Radio et qui atteint 11,5%. Les autres candidats à gauche sont quand même très loin derrière. Yannick Jadot à 4,5%. Je l'ai pas vu hier, mais je crois que c'était pas génial. On n'avait pas envie de regarder. Fabien Roussel est à 3%, Christiane Taubira à 3% et Nathalie Arthaud, pardon, à 0,5%. Poutou 0,5%. Hidalgo à 2. Oui, c'est assez. C'est un peu la Bérésina quand même à gauche. À part effectivement Jean-Luc Mélenchon qui mobilise, qui a un discours qui imprime à gauche. Je sais pas. On l'a un peu dit. Il fait une très bonne campagne. C'est un très bon orateur. Ses meetings sont des shows. Donc très très bien. Et là, c'est vrai qu'il est avec 11,5. C'est ça. Il est exactement. Et il y a une dynamique.
Ouais, au même score. Il était à 10, 11, 11,5. Il était exactement au même score qu'il était en février 2017. Et cette année-là, il a atteint 19,8% ou 5% au premier tour de l'élection présidentielle. Cela dit, je ne pense pas qu'il puisse reproduire cette performance parce que d'une part, en 2017, il n'y avait pas le Parti communiste qui faisait 3%. Là, Roussel est à 3% et à mon avis lui dans une dynamique aussi croissante. Et puis, je veux dire, l'électorat est majoritairement à droite et beaucoup plus à droite aujourd'hui qu'il l'était. Mais le gâteau est plus petit parce que on le dit bien quand même. On le dit bien, il y a le gâteau à gauche au maximum de 30%, maximum, parce qu'il est plutôt entre 25 et 27%. Donc je ne le vois pas réitérer sa performance de 2017. Non, mais il est dans une dynamique. Oui, il est totalement dans une dynamique. Alors après se pose quand même pour lui la question des parrainages, pas que pour lui, mais aussi pour lui. Aujourd'hui, enfin hier plus exactement, lors de la dernière diffusion des parrainages par le Conseil constitutionnel, il n'en avait que 332. Donc il va être très très ric-rac, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et ça poserait un vrai problème démocratique. Mais je pense que ces trucs de parrainage est une guignolerie. Enfin, rendez-vous le 4 mars, je pense qu'ils auront tous leur parrainage. Donc ce truc est une vaste guignolade. Peut-être pas Taubira, peut-être pas Taubira, mais des gens. Et mon petit doigt me dit que l'Élysée y veillera, ce qui serait effectivement avoir le sens de l'État, parce que si les Républicains Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas leur parrainage, Laurent Sarto les a, ça y est. Alors le sens de l'État et l'envie aussi de s'éviter des affrontements dans la rue. Oui. Aussi, mais ce serait. Voilà. Alors, moi, je voudrais répondre à cette préférence de 2017. À la même époque, en 2012, il était également à ce niveau. Rappelez-vous, il est monté à 14-15, je me rappelle très bien. J'avais fait les statuts juridiquement, les statuts du parti de gauche, j'ai suivi ça d'assez près, j'ai voté pour lui. Et donc, à un moment, il était à 14, on a commencé à espérer, et il s'est redescendu à 11. Alors attention à ces références. La deuxième observation, c'est qu'en 2017, il gagne parce qu'il fait une campagne effectivement populiste, et il fait une campagne en gommant les références, drapeau rouge, drapeau bleu-blanc-rouge, etc. Depuis début 2018, il a fait le contraire. C'est-à-dire que cette ligne qui l'avait amené à 19, il a appliqué la ligne inverse, qu'on va appeler, entre guillemets, indigéniste, islamo-gauchiste, au moins en partie. Et donc, je pense qu'il dira guère au-delà de ces 11,5, 12%, parce que je pense que, il n'a plus le marché politique qui lui avait permis de faire ça en 2017. Mais néanmoins, ça veut dire que ça signifie quelque chose. Le fait que ce soit lui qui soit en tête, encore une fois, à gauche, c'est dans le même cadre qu'à droite, où on veut des positions beaucoup plus radicales, beaucoup plus engagées, et qui sont peut-être beaucoup plus fortes que celles qu'on peut voir chez Anne Hidalgo. Ça signifie aussi, c'est la démonstration, ça montre aussi, c'est une réponse aussi à la désunion de la famille social-démocrate, qui est aujourd'hui écartelée entre Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Emmanuel Macron pour parti. Parce qu'Emmanuel Macron est candidat pour parti de la droite, mais aussi il rassemble autour de lui une bonne partie de ce qui était autrefois le courant social-démocrate. Il ne faut pas l'oublier. Il est servi par un talent d'orateur, évidemment, que tout le monde reconnaît. Il est servi aussi par le fait qu'il a une très grande profondeur historique. C'est-à-dire qu'il maîtrise, il fait partie de ceux, des hommes politiques et des femmes politiques qui connaissent le mieux l'histoire de France, et donc il s'en sert très bien. Et il n'a pas peur. On parlait tout à l'heure d'Hanouna, c'est aussi the place to be, à un moment donné, il faut y passer. Il n'a pas peur d'aller se confronter à Hanouna, à Zemmour, il l'a fait 2 fois. Donc, je veux dire, c'est des moments où il résiste véritablement. Et donc, forcément, ça montre que le type, il va au combat, qui est donc quelque part, qui représente une gauche qui défend des positions et qui contre un front qui est plus perçu comme extrême. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se projeter après cette présidentielle. Parce que qu'est-ce qui va rester de ce qui existe aujourd'hui? Le paysage politique aujourd'hui, il risque d'être dévasté dans 4 mois. Si Mélenchon ne sort pas vraiment à un haut score, et de toute façon c'est son dernier tour, qui va reprendre le flambeau à la France Insoumise? Le PS est en train de disparaître, les écolos ils vont se
se bouffer d'une manière absolument invraisemblable avec la mère Rousseau. Attention, Madame Rousseau. Oui, franchement, elle mérite que ça. Ouais. Franchement, et on va se faire étrier. Non, mais elle est à une position tellement folle que ça devrait nous inquiéter tous collectivement. Et à droite, c'est pareil. Les Républicains, pardon, mais il va rester quoi si la droite n'est pas au deuxième tour, ça va être un fiasco pour les Républicains. Et Marine Le Pen, si elle ne se qualifie pas, la recomposition va être mais incroyable, bien pire, bien plus vaste que ce qu'on a vécu en 2017. Oui. Régis ? C'est l'autre parti. En 2017, Macron, c'est pas lui, c'est le moment Macron qui a fait exploser et disparaître la gauche. Quand vous pensez qu'en 2012, lorsque Hollande est élu, ils ont le Sénat, l'Assemblée nationale, l'essentiel des collectivités locales, et aujourd'hui ils sont à 2%. Et donc je crains que pour la droite, ce soit un peu pareil, parce qu'elle est très divisée. Une partie est affilée chez Macron, une autre est attirée par Zemmour. Une troisième va aller chez Philippe. Et la recomposition va se faire sur quelle base ? Je pense qu'on va changer de système politique profondément. Alors pour lequel, je ne sais pas. Et il n'y aura sans doute pas de majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est un scénario très probable. La recomposition dépendra aussi de la situation après les élections législatives. Parce que effectivement, on voit mal En Marche, même si Macron est réélu, on voit mal En Marche être majoritaire à l'Assemblée compte tenu de la très faible implantation des députés localement. Et ça, c'est la suppression des cumuls des mandats est tragique pour eux. Et voilà. Et donc là, c'est la situation politique véritable, on la verra après les législatives. Et elle sera sans doute très complexe. Et elle va peut-être poser un problème de situation, de durée. Parce que si on se retrouve, comme ça a toujours été le cas, avec un système qui fabrique quand même des candidats et des députés qui sont dans le consensus, on va dire, démocratique, c'est-à-dire droite, centre et gauche, et que la moitié des électeurs français, d'un côté les mélenchonistes et de l'autre côté la droite plus dure, n'est pas représentée ou de manière marginale, ça peut aussi poser un problème d'acceptabilité quand même que ce Parlement ne représente plus les Français. Si on rassemble toutes les intentions de vote à gauche, ça fait 25%. Oui. C'est à peu près 25%, mais sauf qu'il n'y aura jamais de monde. Et ça ne correspond pas au pays réel, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Il faut rajouter quand même une partie du score de Macron, qui est un score qui vient aussi de la gauche. Oui, évidemment. Donc c'est pas que 25%. Il y a une partie de l'électorat de Macron qui est un électorat de gauche. Quand même. Ouais. Allez, vous allez avoir les ralliements de François Rebsamen, Marisol Touraine, de ce genre de personnes dans les jours qui viennent. Attendons son projet pour voir s'il continuera à séduire à gauche. Oui, parce que oui. Attendons, c'est ce que disait Christian de Villeneuve au début. On attend. Allez, on va marquer une pause et on va parler d'autre chose. On va parler de la fonction publique. En 25 ans, le nombre de candidats qui se présentent au concours de l'État a été divisé presque par 4. Comment comprendre cette désaffection ? À tout de suite. Alors, plusieurs sujets autour du travail. Déjà, ce matin, un article dans Le Parisien qui nous apprend que la fonction publique n'attire plus. Donc, encore une fois, 4 fois moins de candidats. Même les pompiers, qui est un des métiers qui, a priori, était très plébiscité par le passé, n'attirent plus tant que ça. Il y a une véritable crise des vocations. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi n'est plus du tout un argument. Donc, c'est vrai qu'on peut s'interroger, mais d'une manière générale, il y a quand même une crise de l'emploi. Et je vous racontais pendant la publicité que j'ai des amis restaurateurs qui sont allés, qui n'ont personne aujourd'hui, à qui il manque des chefs de rang, des serveurs, des chefs de partie. Une d'entre elles va fermer son restaurant 3 jours par semaine. Vous, Christian, vous disiez qu'en Normandie, un restaurant ne peut pas ouvrir parce qu'il n'y a pas de personnel. C'est quoi ? C'est le Covid ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est notre rapport au travail ? Profondément, le Covid a changé le rapport au travail. Effectivement, avec ce télétravail qui s'est généralisé et qui n'est pas possible dans toutes les professions, avec une envie de vivre différemment, avec une envie d'avoir davantage de temps personnel, de temps pour soi, de temps pour sa famille, pour ses enfants. Des emplois peut-être pas assez rémunérés non plus aussi. Aussi, et puis le bashing, en ce qui concerne le service public, le bashing sur le service public quand même, le bashing sur les fonctionnaires, absolument, sur la vision traditionnelle du fonctionnaire. D'ailleurs, on peut reprocher à tous les candidats de ne pas imaginer ce que sera la société de l'après-Covid. Absolument. La relation au travail change complètement. Elle est flottante actuellement parce que on dit télétravail, mais on souhaite quand même que les salariés reviennent un peu dans l'entreprise et les managers ont beaucoup de mal à les faire revenir. On voit les modifications en matière d'urbanisme quand on voit le développement des
des villes moyennes. Ce qui va aussi, ce qui va impliquer aussi une transformation de l'immobilier, puisqu'on va réserver maintenant dans le foyer familial une place pour un espace travail. Pour travail. Donc, nous, alors voilà un thème de campagne. Que va être la société de l'après-Covid? C'est là où on attend les politiques et on n'a rien entendu, effectivement. Pour prolonger ce que disait Geneviève, je crois qu'effectivement, la crise sanitaire, en fait, a été une espèce de rupture. C'est-à-dire qu'on était dans une fuite en avant permanente. Tout le monde vivait pas bien, enfin une bonne partie des gens ne vivaient pas bien leur boulot, leur métier, leur mode de vie, leur transport, leurs contraintes. Mais tout le monde était pris dans le cycle. Personne ne pouvait vraiment se mettre de côté. Ou si on se mettait de côté, globalement, on allait élever des moutons en Ardèche, mais globalement, où on était vraiment, entre guillemets, précarisé. Donc on n'avait pas le choix. Tout le monde était obligé de jouer le jeu. Et tout d'un coup, on a arrêté le jeu pendant 1 an et demi jusqu'à presque 2 ans sur certaines professions. Donc forcément, ça rebat complètement les cartes. Et aujourd'hui, en effet, les priorités des individus, voilà, le fait que l'homme devrait être un peu plus au centre, ça se réinvite dans le débat. Et ça, effectivement, on n'en parle pas du tout, mais on ne refera pas travailler les gens. Comme on les faisait travailler il y a 2 ou 3 ou 4 ans. Alors, Régis. Et la réponse n'est pas seulement celle du pouvoir d'achat. Non, bien sûr que non. Je veux ajouter une info, parce que moi, je n'ai pas d'explication. Les sociologues vont nous le dire. Mais une info, c'est que dans les CSP+, le phénomène est identique. Il y a des départs massifs. Vous discutez avec des cabinets de chasseurs de tête d'un certain niveau, ils vous disent on est désemparés parce qu'on a des boîtes qui offrent des rémunérations très confortables chez les traders, chez les métiers qui ont été à la mode. Eh bien, je veux dire, ils ont des problèmes. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont. Et s'en vont, c'est-à-dire qu'ils démissionnent sans avoir de parachute, sans avoir une autre possibilité derrière. Ce qui, pour quelqu'un de ma génération, c'est absolument inenvisageable. Oui, non, mais le rapport au travail a changé et la fonction publique, c'est vrai que j'ai été étonnée par ces chiffres. En même temps, de plus en plus de contractuels aussi dans la fonction publique. L'État est le premier employeur de CDD quand même, il faut juste le dire. Oui. Et il en abuse considérablement. Mais il ne faut pas trop s'étonner que les gens aient plus très envie, les jeunes aient très envie. Regardez l'image de la fonction publique. On ne montre que des administrations en crise. Alors la police manque de moyens cruellement, et puis quand vous êtes policier, globalement, vous êtes de plus en plus, on va dire, mal vu, et puis là encore, la crise sanitaire n'a pas arrangé, parce qu'être obligé d'aller contrôler les gens pour leurs ASVA, et c'était peut-être pas effectivement ce qui est le plus sympathique vis-à-vis de la population, mais c'est vrai, voilà, maintenant dans les quartiers, on leur jette des cailloux quand ils viennent faire le job, les pompiers c'est pareil, l'hôpital qui a envie d'aller bosser dans l'hôpital aujourd'hui, c'est dramatique, l'école, tout le monde dit que ça va plus du tout, qu'il n'y a pas assez de moyens, même s'il y en a beaucoup, la justice, on a comme 6000 magistrats sur 8000 qui ont signé une pétition pour dire que ça ne va plus, qu'ils ne peuvent pas rendre la justice correctement dans un délai court, donc voilà, donc c'est vrai que la fonction publique, comment est-ce qu'elle peut attirer? Et en plus, il y a un pouvoir politique qui, de manière générale, ne respecte pas les fonctionnaires. Donc on voit bien que dans certaines administrations, on leur tape dessus. Ils sont toujours la variable d'ajustement. Regardez les problèmes de la droite. On leur dit, au bout du compte, l'État, le problème de l'État, c'est la fonction publique, il y en a trop. Il faut commencer par en supprimer une partie et brutalement. C'est vrai que quelque part, ça fait pas envie. Et il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas créé les conditions d'attractivité, alors qu'on en a fondamentalement besoin. Mais il y a des questions à se poser. Pourquoi, à un moment donné, on irait bosser pour l'État? C'est quoi la raison d'être? C'est quoi la finalité? Il n'y a plus de projet, je veux dire, aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas retrouvé le sens et que chaque administration aura retrouvé du sens, et le sens qui est celle de participer à un projet de société, les gens, ils vont faire autre chose. En fait, dans les campagnes électorales successives, on ne parle de fonctionnaires que pour en réduire le nombre. Oui, absolument. Voilà, donc il est question de fonctionnaires, on va réduire le nombre de fonctionnaires, ici ou là. Et en même temps, on a une image de service public complètement sinistré, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la police. Donc cette double image ne fait pas envie. Et donc forcément, quand vous êtes un gamin qui sort de l'université, vous n'avez pas envie de... Plus la question de sens, qu'effectivement Alexandre a très bien développé. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a cette demande de sécurité. Attendez, Christian est en train de parler. Régis, je vous donne la parole après. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y ait plus cette demande de sécurité de l'emploi qui était quand même... Absolument, qui était l'argument... L'argument numéro 1 d'être fonctionnaire. Voilà. Et non, ça c'est là où on va dans un autre type de société. Oui, Régis. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, je veux dire, c'est la question du sens aussi. Je participe à quoi? Absolument. Mais il y a également le Covid qui a montré pendant 2 ans qu'on pouvait s'arrêter. C'est assez étonnant. Alors, certes, on a avec un podium dingue sûrement, mais si vous voulez, au niveau de la vie des gens, au niveau d'un horizon plus limité, les gens peuvent penser que c'est possible, et puis ils s'en vont, ils partent en province. Non, c'est assez étonnant cette situation.
Mais ça devrait... Il y aura un après-guerre alors. Et ça devrait être en fait un vrai débat de campagne, thème de campagne. Et en fait, les candidats devraient avoir une vision par rapport à ça. Parce que si on ne... Mais c'est pas une question de réforme de l'État, mais si on reprend pas l'État en main, si on se pose pas la question du à quoi ça sert, si on travaille pas avec les fonctionnaires pour redonner du sens et puis une perspective, si aussi c'est pas fait correctement, ce sera très difficile d'administrer le pays correctement. Alors il y a pas de débat là-dessus, il y a pas de projet politique par rapport à ça. Alors il y a des initiatives. Vous avez quelque chose qui vient de sortir il y a quelques jours qui s'appelle le Printemps de la fonction publique. Voilà, qui est une démarche organisée par un certain nombre d'organisations syndicales, mais pas que, et qui essaye de, en partant du bas, en partant des attentes des citoyens, des besoins des citoyens, de repenser le modèle. Avec Sinopia, on a lancé en décembre un appel également en faveur d'un Conseil national de la reconstruction en disant il faut remettre à plat la puissance publique dans son ensemble et on essaye là encore d'interpeller les politiques pour dire attendez, repartez pas pour 5 ans à l'ancienne sans rien changer, vous n'y arriverez pas, ou alors vous ferez du cosmétique et puis on continuera à avoir des gens qui vous disent grand déclassement, grand remplacement et on n'arrivera à pas fédérer le pays. Mais tant qu'ils prennent pas les printemps à bras, ce grand sujet à bras le corps, ce sera dramatique. Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait refusé de s'attaquer à ces questions-là en 2017 et c'était une impasse à mon avis majeure. Je suis pas sûr que la suppression de l'ENA soit un signe terrible. C'est même l'inverse. Surtout plus tuer une marque mondiale reconnue comme ça, c'est débile. 2 réactions. Allez, Jacques Taès nous dit la fonction publique est devenue un terroir de contrats précaires. Comme ça, les employeurs profitent des aides de l'État à 80%. Ils renouvellent tous les 3 ans. Les citoyens, eux, ont un service et s'en foutent qu'ils soient faits par des précaires. Non, on s'en fout pas parce qu'on le voit avec la Poste où il y a des remplaçants, des gens qui ne savent plus, qui ne sont pas là, etc. Le perdant, toujours le salarié, mais aussi les usagers, j'ajouterais. Et puis Jacques Guillaume nous dit ma femme est secrétaire de mairie, c'est bien beau le soi-disant économie. On supprime des trésoreries publiques, des postes, et qui fait le travail à la place? C'est les mairies, surtout secrétaires de mairie qui gagnent un tout petit peu plus que le SMIC. Alors c'est dans ce sens-là que va. Alors c'est vrai que ça a été un peu caricaturé en disant on va donner une prime à ceux qui viennent travailler. Alors la maire de la ville de Saint-Loubès, c'était ce matin au Grand Matin Sud Radio. Écoutez, elle expliquait cette mesure qui vise à récompenser ceux qui sont là et qui assurent le travail de ceux qui sont absents. Écoutez. L'idée, c'est de valoriser ceux qui sont assez peu en arrêt maladie, puisqu'ils ont un surcroît de travail par rapport à leur activité lorsque leurs collègues ne sont pas là, et ils accueillent aussi les remplaçants, ils leur montrent le travail à faire et ils s'assurent que la mission de service public soit la meilleure. Donc l'idée, c'est surtout de valoriser positivement ceux qui sont peu en arrêt, et on n'enlève rien à ceux qui ont des soucis de santé ou qui sont pas en activité pour des raisons tout à fait honorables. Oui, il est vrai que le taux d'absentéisme entre la fonction publique et le privé n'ont rien à voir. N'ont rien à voir aussi, ça c'est certain. Donc, voilà. Mais là, l'idée, c'est d'accompagner, c'est de donner une prime à ceux qui ont une surcharge de travail, parce qu'évidemment, on ne peut pas recruter plus, mais c'est vrai qu'on en est là, quoi. Non, c'est donner une prime à ceux qui ne sont pas en congé maladie. Oui, mais qui ne sont pas en congé maladie parce qu'ils ont une surcharge de travail. Non, on marche sur la tête. On marche quand même un peu sur la tête. On marche sur la tête. Oui, Régis ? Non, mais j'avais pas formulé comme ça, et c'est vrai que c'est un peu effrayant de se dire qu'on en est là. Mais c'est la question du rapport au travail aussi, hein, de la conscience professionnelle, du projet auquel on participe. Il y a un vrai gros désarroi qui peut se comprendre. Hein, et nos élites ne nous donnent pas un exemple fabuleux non plus, hein, il faut être clair. Donc, et que la campagne ne le reflète pas, c'est tout à fait exact. Ouais. On va sortir d'une période particulière quand même. Je veux dire, cette gestion de la pandémie, c'est un événement métahistorique quand même. Hein, et on va sortir de là sans que dans les débats, on ait l'impression... Alors, il y a bien évidemment les mesures, les polémiques avec les hystériques des deux bords sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, le vaccin, etc. Mais sur la société d'après, puisqu'il semble hein, qu'on soit en train d'aller vers la forme endémique et quitter la pandémie, et aucun des candidats ne s'exprime sur cette donnée. C'est assez étonnant. Et je le vois dans les réactions de nos auditeurs, c'est quelque chose qui les touche et qui les concerne. Alors, toujours Jacques Taès me dit je suis ATSEM, c'est assistante dans le secteur de la petite enfance au chômage. Alors je voudrais savoir pourquoi vous êtes au chômage, et il me dit ou elle me dit, je ne sais pas si c'est une femme, alors que des contractuels sont en poste, mais eux non titulaires, comme ça moindre coût, alors qu'on parle d'un domaine de l'enfance et la mairie s'en fiche. C'est-à-dire qu'on refuse d'engager des agents
au profit de contractuels, c'est-à-dire qu'il doit avoir le statut de fonctionnaire. Je voudrais bien comprendre un petit peu plus, mais c'est vrai que le recours au contractuel est beaucoup plus simple. Et Olivier nous dit aucun candidat ne propose de réformer en profondeur l'État. Enfin, aucun grand candidat. C'est un sujet explosif et les syndicats sont puissants. Effectivement, la réforme de l'État n'est pas du tout abordée alors que c'est un sujet central. Et alors, je voudrais juste une petite chose concernant la question que vous posez concernant les contractuels et les titulaires, c'est que pour pouvoir embaucher un contractuel, il faut établir, l'employeur public doit établir qu'il ne pouvait pas, pour ce poste, embaucher un titulaire. Mais qui contrôle ça? Ce devrait être les préfectures qui feraient des recours contre les contractuels abusifs. Eh bien, ils ne bougeront pas, et on les comprend. Il y a un consensus un peu frauduleux avec les maires pour avoir des contractuels dont il est plus facile de se débarrasser, qui sont effectivement probablement plus assidus, enfin je ne sais pas, mais bon voilà, on a l'impression que ça part au fil de l'eau tout ça. Ouais. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de projet, les règles du jeu ne sont peut-être pas très claires. Il y a peut-être aussi des situations de souffrance au travail où les gens ont vraiment le sentiment de ne pas être reconnus, respectés, motivés. La fonction publique n'est pas non plus reconnue comme étant un système où on manage très bien, où on prend en compte les carrières, on donne des perspectives. Tout ça n'est pas aussi efficace que ça dans le processus. Hein. Donc peut-être qu'à un moment donné, tous ces gens qui sont un peu en désespoir, qui sont peut-être pas forcément mal intentionnés, mais qui abusent un peu du système, peut-être, hein, mais peut-être que si on leur redonnait effectivement l'occasion de s'exprimer sur leur métier, je crois qu'en fait ce qu'il faut c'est à un moment donné se dire, puisqu'on parlait de la réforme de l'État, la méthode serait plutôt de repartir par le bas. C'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce que vous faites, comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez le faire mieux, voilà, essayez de faire avec, parce que sinon on continuera à avoir une bonne partie des gens qui sont en désespérance. Et c'est vrai qu'en plus quand vous allez servir l'État tout au long de votre vie et qu'en plus vous êtes dans des situations d'enchaîner des CDD alors que vous faites des métiers qui ne sont pas très faciles, etc. Mais l'État, là encore, l'État est le premier employeur de CDD en France. Et alors qu'ils emmerdent les entreprises dans tous les sens, ils sont les premiers à profiter d'un système que personne ne regarde. C'est ça aussi qui peut à un moment donné finir par démotiver les gens. Là, il y a une question aussi sur la fonction publique. On paye des impôts et on n'a pas un service public à la hauteur des impôts qu'on paye. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Dans un instant, André Berkoff qui, comme tous les mercredis, part à votre rencontre. Il est à Arles aujourd'hui et c'est à suivre dans un tout petit instant. À demain.